Mesdames, Messieurs, bienvenue. Énième rencontre gouvernement-syndicat le 13 mars, annoncée comme l'ultime rencontre de sortie de crise. Elle n'aura pas comblé la grande attente. Aux grandes dames des contribuables béninois, la crise sociale reste toujours d'actualité. Son corollaire avec. Un mérite tout de même, la rencontre aura permis la relance du dialogue entre-temps au point mort. Principal point débattu, la question des statuts particuliers des enseignants. Ce ne fut donc pas une rencontre pour rien, aura à mentionner sans embâche le secrétaire général de la COSI Bénin, Noël Chadaré, à l'instar du chef de la délégation gouvernementale, Aboulaye Bio-Tchane. Une avancée, m'a-t-elle tous deux, a été observé, mais chacun avec le qualificatif qui va avec légère d'un côté et significatif de l'autre. 100% Bénin, votre émission débat, mesdames, messieurs, pour ce numéro-ci, voudrait faire la lumière sur ce qui apparaît pour d'aucuns comme la grande résolution de la rencontre du 13 mars. Ces résolutions, il y a eu vraiment. Et ce sera autour du thème négociation, gouvernement central, syndical au Bénin, enfin une lueur d'espoir pour un dégel de la crise. Deux responsables du monde syndical en notre compagnie. Pour l'instant, débat responsable de deux secteurs d'activités différents, la santé et l'enseignement. Les plus en vue donc. Mais avant, la une des journaux. Aura une fois encore parcouru pour nous la une des journaux Kodjovia. Mettons-nous prêts à nous faire le point de ça. Colette Kodjovia, mettons-nous, bonjour. Bonjour Joël Etondi, bonjour également à nos amis téléspectateurs. Oui, la rencontre au gouvernement central syndical, j'imaginais, passer par là. Et puis le coup de boutoir au niveau des grossistes, parlant du faux médicament, la chronique du jour pour bon nombre de confrères. Oui, Joël Etondi, c'est bien évidemment ce qui fait le clou de l'actualité vue par les canards ce matin. Il faut aussi dire que le procès Métoyon qui a été reporté en week-end, puisque c'est le mardi prochain que le procès aura encore une fois lieu, si les raisons évoquées sont entre-temps à trouver solution, puisque ici, il est question des grèves. Donc si entre-temps il n'y a plus grève dans le secteur judiciaire, peut-être que Laurent Métoyon et co-accusés connaîtront aussi leur sort, au même titre que les grossistes et répartiteurs, au niveau donc du dossier dit de faux médicaments. Et si vous le voulez bien, on va y aller donc avec plaisir. Pour permettre aux téléspectateurs d'avoir donc une idée de la une de ces journaux. On démarre donc par la dépêche qui met donc en grand titre dernière rencontre gouvernement syndicat, encore du pain sur la planche et pour cause à travers donc les colonnes du journal, vous en saurez davantage. Affaire des faux médicaments, 4 ans de prison ferme pour les grossistes répartiteurs et puis mouvement de protestation des vacataires, la grève largement suivi. La nouvelle tribune, lutte contre la mauvaise gestion au CNCB, les inquiétudes de la défense sur la détention du fiscaliste Éric Hunguer, affaire Métoyon et compagnie et faux médicaments, 2 procès conduits dans la terreur. Le procès Métoyon ajourné, les 5 grossistes condamnés à 4 ans de prison ferme avec amende. Et puis, déclaration de presse des FCBE, la grogne sociale, la répression des marches et l'échange médiatique contre Boni Yahi, l'Afrique en marche, dialogue gouvernement syndicat, le sort de l'école entre les mains des syndiqués de la base Kassamampo a claqué la porte des négociations. Les leaders religieux tentent une médiation ce jour et puis affaire CNSS, le procès de Laurent Métoyon et ses co-accusés reportés au 20 mars. Qu'est-ce qui peut justifier donc la forte militarisation du tribunal? Le confrère de la matinée, dossier CNSS BIBE impliquant Laurent Métoyon. Un si long procès, s'exclame le quotidien, dans l'asphyxie économique et financière. Talon doit rappeler tous les opérateurs exilés. Arrêtez de recadrage de la recevabilité des demandes de manifestation publique à Cotonou, les leçons du droit de FSP à Modeste Toboula et puis négociation gouvernement-syndicat. La tension monte, les échanges houleux, l'année scolaire en passe d'être sauvée. C'est une interrogation à la une du journal. Le nouvel observateur au dialogue social du 13 mars 2018. Des invités surprises, les talons de Kassa et puis Kassamampo donc de la CSTB et de légères avancées suite à l'arrêté préfectoral numéro 8083
du département du littoral, la cinglante réaction du FSP au préfet Modeste Toboula. Et puis, affaire faux médicaments, le verdict prononcé contre les 5 grossistes répartiteurs, 4 ans de prison ferme, 10 millions d'amendes, 100 millions de francs CFA pour dommages solidaires. Et puis, matin libre, condamnation dans l'affaire faux médicaments, grossistes répartiteurs 2022 pour la sortie de prison. Et puis, rencontre décisive gouvernement-syndicat d'hier. Légères avancées, mais 3 points de suspension désormais, une affaire de base. Les SG de la Bourse du Travail sous pression, le peuple retient son souffle. Attaque contre Yahi, tension sociale, atteinte aux libertés, les FCBE retorque. Et puis non-paiement des prestataires depuis 1 an. La Caisse autonome d'amortissement est-elle insolvable? Nouvelle mutation, dossier FNM. L'ordre des experts comptables se démarque des résultats de l'audit du FNM. Et puis, animation de la vie politique nationale, le réquisitoire des FCBE contre la gestion de talents, la mauvaise gestion de la tension sociale, lynchage médiatique contre Boni Yahi, la répression de la dernière marche du FSP. Dossier faux médicaments, le tribunal condamne les 5 grossistes à 4 ans de prison ferme. Et puis rencontre gouvernement syndicat, aucune avancée significative dans les négociations. Point média pour terminer, nouveau report du procès Métonio et compagnie, indignation et protestation généralisée, les proches s'interrogent. Négociation gouvernement syndicat, une légère avancée qui ne stoppe pas la grève. La CSTB claque la porte, nouvel arrêté préfectoral controversé. Le FSP dénonce la prise d'un fratras monstrueux. Actualité nationale et internationale, le FCBE dénonce un lynchage médiatique contre Boni Yahi. Et puis affaire des faux médicaments, les grossistes écopent de 4 ans d'emprisonnement, 10 millions d'amendes, 100 millions pour les dommages. Tu crois que le point média a fait alors le point des sujets brûlants ayant marqué l'actualité hier? Là, je commence par le dossier faux médicaments de lourde peine pour les contrevenants. Oui, c'est du moins ce qu'on peut retenir. Donc, à la lecture du verdict final, 4 ans de prison ferme, ce n'est pas gratuit. Vous allez payer aussi 10 millions de francs CFA et 100 millions pour dommages solidaires. Alors, moi, je pense que c'est un grand coup que le gouvernement vient donc de marquer. C'est vrai que ce n'est pas le gouvernement qui a rendu la décision, mais le processus de démantèlement de ce réseau jusqu'à la condamnation aujourd'hui par la justice, c'est un processus enclenché par le gouvernement. Et donc, suite à l'appel d'Abuja, je crois que le Bénin, aujourd'hui, vient donc de donner l'exemple. Seulement, le procès ou le processus dans tout son ensemble n'est pas bien conduit selon plusieurs acteurs. Les libertés individuelles dans le cadre de cette affaire ne sont forcément pas bien respectées. Les avocats l'ont dénoncé. Je crois que les jours à suivre vont nous élucider davantage sur cette affaire. Est-ce que véritablement c'est un dossier clos? On aura donc le temps d'en apprendre davantage. On aura le temps d'en apprendre davantage, mais un dossier sur lequel il faudra prendre véritablement son mal en patience, c'est le cas Métonio, un dossier qui devrait être abordé le même jour, coup de tonnerre, en tout cas pour les avocats de Laurent Métonio, le même jour. Le juge a rappelé qu'il y a grève en cours. Et pour cette raison, il va falloir attendre mardi prochain pour savoir désormais quel sera le verdict du concerné. Oui, et c'est ce qui aura donc suscité l'indignation et la protestation généralisée. Et d'ailleurs, toutes mes excuses, dans cette affaire, vous allez constater que aussi bien les voies qui donnent accès au tribunal, tout comme la grande ville de Cotonou, ont été bouclées. Et ça a désolé plus d'un, dans la mesure où on ne sait pas en quoi la tenue d'un procès peut constituer un objet de perturbation de l'activité économique, puisque les allées et venues des uns et des autres ont dû prendre donc un coup dans ce dossier. Moi, je ne sais pas aussi si véritablement on doit évoquer l'aspect spécifique des grèves ici pour ne pas tenir donc ce procès, dans la mesure où c'est dans le même tribunal qu'a eu lieu les 2 procès et que dans un camp, tout a été jusqu'au bout où on a connu quand même le verdict, et dans l'autre, on estime qu'il y a grève en cours et qu'on ne pourra pas donc tenir ce procès. Donc tout porte à croire que effectivement les suspicions des uns et des autres sont fondées, seulement que les responsables au niveau du tribunal peuvent donner plus ample
explication, mais de toutes les façons, les avocats de Laurent Métognon protestent. Ses parents proches s'en sont indignés et de façon générale, on ne comprend pas véritablement ce qu'il y a au fond et derrière ce dossier. Qu'y a-t-il au fond derrière ce dossier? Les prochains jours, peut-être, mesdames, messieurs, vont les s'élucider. Avant de laisser Kodouya Métognon partir, je fais un autre arrêt avec nouvelle mutation. La régie me dit que je peux évoluer. Eh bien, le parti FCBE a annoncé qu'il est de l'opposition et compte jouer jusqu'au bout son rôle. Ils ont donné encore de la voix. Animation de la vie politique nationale, ce fut un réquisitoire des FCBE contre la gestion talent, c'est ce que je dis à la une, la mauvaise gestion de la tension sociale. Vous avez rapporté tout ceci tout à l'heure, le lynchage médiatique contre Boniaï et la répression de la dernière marche du FSP. Ils ne font pas dans la dentelle, décidément. Non, mais vous savez, lorsque vous déclarez opposant, vous devez assumer pleinement. Et l'assumer pleinement, c'est donner de la voix dès que vous sentez que la cité est menacée. Et ici, tout ce que le parti, ils sont allés même au-delà de l'actualité nationale béninoise pour apprécier également ce qui se passe au Burkina Faso, où ils appellent les uns et les autres à travailler davantage afin que la quiétude règne donc au sein de cette population. C'est la preuve que, au-delà donc de leur pays, le FCBE se réclame aussi un parti d'envergure africain. Alors cela dit, moi je pense que tout ce que les forces Kori pour un Bénin émergent ici ont dénoncé, c'est quand même vérifié. La répression de la dernière marche des forces Kori du Front pour le sursaut patriotique, tout le monde l'a condamné. Ça s'est passé justement à Cotonou, puisque sur toute l'étendue du territoire national, les gens ont marché parce que c'est déclaré une journée de protestation nationale. Et donc, si tout s'est bien passé dans les autres localités du pays, que c'est seulement à Cotonou, tout porte à croire qu'il y a forcément quelque chose qui ne va pas. Et là-dessus, le lynchage médiatique, tout le monde pense aujourd'hui dans la République, du moins pour ce qui est du côté du gouvernement, que c'est le président, l'ancien président Yahi Boni qui est derrière toutes les manifestations qui dénoncent la mauvaise gouvernance aujourd'hui au sommet de la République. Et donc, voir l'image de l'ancien chef de l'État derrière toute manœuvre, je ne crois pas que ce soit de bon augure. Et donc, les autres doivent travailler davantage à faire avancer le pays, à résorber les crises que traverse le pays, plutôt que de croire que c'est Yahi Boni qui est l'instigateur de toute action politique, aussi bien syndicale. Merci à vous, Kodouya Métognon. Mesdames, Messieurs, vous l'avez compris, ainsi, enfin, cet instant de revue des titres. On se retrouve demain, ce sera avec toujours le même plaisir pour d'autres titres à découvrir. À demain donc. Bienvenue, mesdames, messieurs. Énième rencontre gouvernement-syndicat le 13 mars, annoncée comme l'ultime rencontre de sortie de crise, elle n'aura pas comblé la grande attente. Aux grandes dames des contribuables béninois, la crise sociale reste toujours d'actualité. Son corollaire avec. Un mérite tout de même, la rencontre aura permis la relance du dialogue entre temps au point mort. Principal point débattu, la question des statuts particuliers des enseignants. Ce ne fut donc pas une rencontre pour rien. Aura à mentionner sans embâche le secrétaire général de la COSI Bénin, Noël Chadaré, à l'instar du chef de la délégation gouvernementale, Abdoulaye Biotane. Une avancée, m'a-t-elle tous deux, chacun avec le qualificatif qui va avec. 100% Bénin, mesdames, messieurs, votre émission débat pour ce numéro-ci voudrait faire la lumière sur ce qui apparaît comme la grande résolution de la rencontre du 13 mars. Ces résolutions, il y a eu vraiment. Et ce sera autour du thème « Négociation gouvernement central syndical au Bénin, enfin une lueur d'espoir, point dégel de la crise ». Deux responsables du monde syndical en notre compagnie pour l'instant débat, venant tous de deux secteurs diamétralement opposés, mais très concernés par la crise sociale ambiante. À ma gauche, Yves Fifabi Togui, secrétaire administratif au sein du Bureau national du Syntrasèche. Il est membre de la coordination du collectif des syndicats de la santé. Yves Togui, bonjour. Bonjour, monsieur Joël. Bonjour, chers téléspectateurs. Merci de la disponibilité. Merci beaucoup. En face de vous, un autre agent de l'État, lui là, non, Gildas Eman Possou, enseignant. Il est secrétaire administratif du Front d'Action des syndicats de l'éducation, très engagé sur le terrain. Gildas Eman Possou, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Beaucoup de soulagement, n'est-ce pas?
C'est ça, on va voir dans le détail. Merci quand même pour la disponibilité. Très attendu, la rencontre du 13 mars a finalement lieu. Gouvernement et centrale syndicale ont finalement pu échanger. Mais ont-ils pu accorder le violon de cette rencontre? Mesdames et messieurs, les deux parties notent qu'il y a eu des avancées, même si les qualificatifs diffèrent. Légère avancée, signale le secrétaire général de la COSI Bénin. Avancée significative, Matel, le porte-voix du gouvernement, en la personne d'Ablaye Bio-Tchané. Et je me retourne d'abord vers les enseignants dont les noms ont abondamment été cités au cours de cette rencontre. Judas Bossou, cette rencontre, comment le front l'a-t-il accueilli? J'ai pu observer que la nuit a été très longue à votre niveau. Les enseignants ont beaucoup travaillé dans la nuit. J'imagine que c'est pour saluer ce qui a été fait. Je vous remercie, monsieur le journaliste. Je dois commencer par dire que cette rencontre a été une déception pour les enseignants de la maternelle, du primaire et du secondaire, contrairement à ce que d'aucuns pensent qu'il y a des avancées. Je dois vous... Une déception, une déception totale. Parce que nous ne pouvons pas comprendre que les mêmes propositions qui nous ont été faites il y a un mois et que nous, responsables du front, nous avons balayé du revers de la main, que ce soit finalement un mois après ces propositions qui reviennent dans la grande commission et que nos généraux disent qu'il y a une légère avancée. Pour nous, il n'y a pas d'avancée. Parce qu'on nous avait parlé il y a un mois de 26 905 francs pour les enseignants par an et nous avons dit que ce n'était pas possible. Le président de la Fédération des parents d'élèves a dit mais le gouvernement n'a qu'à revoir rapidement sa copie parce qu'on ne peut pas proposer ça à quelqu'un. Ça, c'était il y a un mois. Nous, on a eu le courage de rejeter systématiquement cela. Alors, si un mois après, on revient à la table de négociation et on part maintenant de 25 000, au lieu de 26 000 qu'on nous avait proposé dans le temps par an, on revient maintenant parler de 25 000. Et on fait qu'il y a 1000 francs en moins? En moins. Et on fait un simulacre et on sort, on revient, on dit le gouvernement ajoute 3 000. Et on dit ça fait 28 000. Et par quoi? Par an. 28 000 francs par an pour les enseignants. C'est ça les avancées dont les gens ont parlé. En réalité, le chef de l'État a dit, lorsque vous allez dans la commission interministérielle dirigée par le ministre des Finances, vous faites vos simulations et les résultats de cette commission seront versés à la grande commission. C'est sur ces résultats que vous allez discuter. Et lorsque vous allez trouver un consensus, vous revenez, moi j'applique le consensus. Mais qu'est-ce que nous avons constaté, monsieur le journaliste? Toutes les propositions, toutes les simulations qui ont été faites dans la commission ont été mises de côté. Et maintenant, on vient proposer d'autres choses. Donc, cette commission interministérielle qui a été mise sur pied a alors travaillé pour rien. Et donc, on vient proposer d'autres choses aux enseignants. Donc, on ne sait pas à quoi cela tient en réalité. Lorsque nous prenons les statuts particuliers, par exemple des enseignants du supérieur, monsieur le journaliste, vous voyez que la nomination dans le corps des assistants... Je vous permettez, je ne vous interromps pas, mais c'est comme si je vais écouter plutôt, très rapidement, votre vis-à-vis pour avoir au moins la lecture qu'ils font de cette rencontre. Je suis plutôt surpris en vous écoutant parce que les enseignants ont abondamment été cités au cours de cette rencontre et Noël Chadaré, qui a porté la voix de l'ensemble, est un enseignant, à moins de me tromper, je ne crois pas, il est un enseignant qu'il parle d'avancée, même si c'est léger, et que vous dites qu'il n'y a pas du tout d'avancée. Je m'attendais à tout sauf ça, mais vous êtes là pour dire ce qui est. Donc, je me retourne vers M. Togbé. Cette rencontre, c'est vrai, le nom des agents de santé n'a pas été évoqué, mais on nous a présenté un compte-rendu qui semble vraiment faire le consensus. Vous l'avez suivi aussi. Le ministre, je le cite, des progrès ont été accomplis, a-t-il souligné, Ablaye Tchané, et ceci a permis de faire un grand consensus sur les points qui étaient des points d'achoppement. Les responsables au niveau des confédérations centrales ont promis alors rencontrer la base pour attitude à adopter. J'imagine, de loin, mais vous étiez proche. Vous n'avez pas été au moins déçu. Merci, monsieur le journaliste. Comme l'a dit mon ami d'en face... C'est quelle introduction là? Comme l'a dit... Oui, vous avez suivi, comme tous, parce que nous n'étions pas de la partie, oui. Mais on a suivi. Vous avez vos généraux sur le terrain. Voilà, mais qui ont porté votre voix. C'est une déception totale à la santé, parce que aucun point de la santé n'a été abordé, et les points abordés également du côté des enseignants,
je pense que rien n'a été dit de façon concrète et que le gouvernement n'est pas prêt à un dégel. Ah ben, quand vous parlez comme ça, on est embarrassé. Quand vous parlez en ces termes, parce que vos généraux, comme on le dit, ce sont vous qui les avez mandatés. Oui. Ils ont été là, donc en votre nom, ont parlé en votre nom. Et s'ils viennent exposer au public qu'il y a eu d'avancées, vous devez pouvoir être en phase avec. En principe. Oui, en fait, nous... Où se trouve le point d'achoppement? Nous, au niveau de la santé, parce que je veux parler du côté de la santé... C'est pourquoi vous êtes là, oui. Voilà. Nous attendions qu'on nous parle de la rétrosection des salaires défalqués. Mais lorsque Kassa Mampo, le secrétaire général de la CSTB, a vu que les débats ne sont pas sur la ligne de la rétrosection, il a claqué la porte. Ah, c'est ce que les autres auraient pu faire? Simplement. Et que la base va comprendre réellement que les généraux écoutent ce que la base dit réellement. Ah, vous avez l'impression de n'avoir pas été écouté par vos généraux? Ce que la base dit, c'est d'abord la rétrosection des salaires et les autres points sont débattus. Après? Oui. Cette attitude de Kassa Mampo, donc l'on qualifié d'une attitude de pagailleur qui n'avait pas quitté les lieux, ça c'est un point qui ne concernait pas vos revendications. Alors pourquoi poser la rétrocession des salaires défalqués comme préalable? Vous aussi, vous comprenez cette attitude-là? Alors je dois vous dire tout de suite que nos SG confédéraux ne sont pas des lâches. Enfin. S'ils ont claqué la porte il y a déjà 2 semaines, oui, à cause de cette même défalcation, il n'y a normalement pas question qu'on revienne et que ces défalcations ne soient pas rétrocédées et qu'on dise qu'on veut encore négocier. Ah, comment ça? Non? Maintenant. On devrait en parler. On devrait en parler. C'est-à-dire c'est le préalable. Et nous, au niveau du front, nous avons clairement signifié aux confédérations avant leur départ que la question de la rétrocession des défalcations est un préalable non négociable. Et c'est d'ailleurs cela qui va montrer la bonne foi du gouvernement à aller dans le fond du dossier. Mais qu'est-ce que nous avons constaté? Le ministre Diogbenou dit que le gouvernement a la main tendue. Et dans le même temps, il dit qu'il veut faire de négociations sans, comme il a dit, il veut faire de négociations sans conditions. Mais il y a déjà contradiction dans ses propos. Vous avez la main tendue, mais vous voulez négocier sans conditions. Ça veut dire quoi? Ce n'est pas du charabia quand même. On a tous été à l'école. Cela montre déjà que le gouvernement n'avait pas la bonne foi. Et le secrétaire général Kassa Mampo a raison de claquer la porte parce qu'il a déjà lu très rapidement que ce gouvernement n'est pas animé de bonne foi. Mais je dois saluer quand même le comportement des autres secrétaires généraux qui nous ont permis en réalité de découvrir ce qui est dans ces propositions alléchantes dont le gouvernement a parlé. Parce que s'il n'était pas resté, on aurait cru que ce sont les stimulations de la commission interministérielle qui avaient été qui sont venus sur le tapis et que de vraies propositions étaient faites. Donc, tout au moins, leur présence, leur patience a permis de découvrir le poteau rose. Et déjà, à partir de l'instant où ils ont accepté mettre habilement de côté l'affaire de défalcation pour connaître le contenu de ce qui est proposé, dès qu'on leur a parlé de 25 000 francs comme proposition par an pour les enseignants, c'est en ce moment précis qu'il fallait claquer la porte. Parce que tout ce qui a suivi après, nous, on n'a pas compris. Alors, ce qui a suivi après, vous êtes enseignant, mais les populations ont suivi, ont constaté, pour la présentation qui a été faite, que quelque chose a été obtenu. Sur quel point n'êtes-vous pas réellement d'accord? Vous allez peut-être aider à mieux comprendre. Vous avez brandi tout le temps la question du statut particulier des enseignants. Et c'était le point d'orgue de cette rencontre. Et à l'arrivée, on s'attendait à ce que, même si ce n'est pas cette semaine, que vous annonciez que la semaine prochaine, eh bien, les portes des écoles vont s'ouvrir à nouveau. Mais là, vraisemblablement, c'est encore la déception, si je reprends vos expressions. Ouais. Alors, quels sont ces points qui ne rencontrent pas votre assentiment? D'abord, nous l'avons assez suffisamment dit. Le tout premier point de notre motion de grève du front, c'est l'indexation du salaire des enseignants. Et c'est de ça que je voulais vous parler tout à l'heure. Lorsqu'on a fait l'indexation pour les agents du supérieur, je vais vous donner quelques exemples très rapidement. Pour le corps des assistants,
on a dit que la nomination dans le corps des assistants ouvre droit à une prime de qualification mensuelle non soumise à retenue pour pension et non imposable égale à 30% du salaire indiciaire. Lorsque je prends le corps des maîtres assistants, c'est 40% du salaire indiciaire. Lorsque je prends le corps des maîtres de conférence, c'est 50% du salaire indiciaire. Lorsque je prends le corps des professeurs titulaires, c'est... Non, pas les professeurs titulaires. Les professeurs appartenant au corps autonome, c'est 50%. Et les professeurs titulaires, ça, c'est 60%. Et il y a l'article 71 de leur décret, l'article 71 du décret des enseignants portant statut particulier des enseignants du supérieur, qui dit que l'indice de traitement considéré pour la liquidation de la rémunération mensuelle de l'enseignant du supérieur est affecté d'un des coefficients ci-après. 3 pour les professeurs titulaires, 2,8 pour les maîtres de conférence, 2,5 pour les maîtres assistants et les enseignants du corps autonome des professeurs, 2 pour les enseignants du corps autonome des professeurs assistants et 1,5 pour les assistants. Voilà ce que c'est qu'un statut particulier. Alors, lorsqu'on a fait la dernière fois pour les magistrats, les pourcentages aussi ont été définis. Le magistrat qui entre dans la fonction a un salaire de base qui a été en même temps affecté d'un coefficient. Le coefficient est connu. Alors, il n'y a pas question pour nous de mener cette grève jusque-là pour venir à des primes de 28 000 francs par an. Ça dénote du ridicule. En réalité, les arrêtés portant primes viennent habiller l'indexation, qui est le point culminant, le point fondamental même de notre motion de grève. C'est ce point-là qu'il faut régler. Et tant qu'on n'a pas réglé le point concernant l'indexation, c'est qu'on n'a encore rien fait pour les enseignants. Alors nous, pour nos militants et pour nous-mêmes responsables du front, nous avons dit, c'est l'indexation qu'il faut aller régler. Mais lorsqu'on met ça de côté et on s'amuse avec la carrière des enseignants, en allant parler d'avancée parce qu'on propose 28 000 francs par an à un enseignant à qui on a déjà enlevé par mois 9 000, 10 000, 15 000, 20 000 selon son indice parce qu'on est en train de le reverser au FNRB sans son consentement. Vous voyez là qu'il y a comme de la duperie. Il y a comme de la duperie et aucun enseignant béninois ne peut accepter ça. C'est pourquoi les enseignants sur le terrain, on lui a dit depuis hier, quand les secrétaires généraux ont dit qu'ils iront rencontrer à la base, oui, les camarades enseignants leur ont déjà dit depuis l'intérieur du pays qu'eux-mêmes, ils ont déjà appris ce qu'ils ont été négociés là-bas et que ce n'est même pas la peine de venir sur le terrain et leur dire quoi que ce soit. Qu'ils ont déjà compris et que eux, le mouvement continue à leur niveau. On ne se retrouve pas dedans. Ils ne sont pas allés nous défendre. Hein. Je vais vous dire la vérité. Ils ne sont pas allés défendre les enseignants. Nous sommes allés le faire. Nous leur avons fait des propositions. D'abord, vous voulez aller négocier avec le gouvernement. Vous ne rencontrez pas le front qui est en mouvement pour échanger, pour dire mais qu'est-ce que nous allons dire là-bas, à quoi vous tenez fondamentalement. Rien n'a été dit. Ils sont allés. C'est pourquoi nous avons même rappelé et nous avons mis dans le message afin que nul d'entre vous n'en ignore. Voilà ce que le front réclame de vous. Si vous allez là-bas dire autre chose, ça ne nous engage pas. Nous, on va continuer notre mouvement sur le terrain. Attends, et c'est là où nous en sommes. L'appel du porte-voix du gouvernement à la cessation des moments de débrayage ne vous concerne pas? Je vais vous dire tout de suite que le ministre Biotchané sait à quoi il joue. En réalité... Vous voyez dans un jeu? Oui, dans un jeu, parce qu'il n'est pas nouveau. Ce n'est pas pour la première fois qu'il est venu au gouvernement. Il sait comment les choses se passent au niveau de l'enseignement. Lorsqu'on est dans un mouvement des enseignants qui paralyse tout le pays, c'est le chef de l'État qui a la solution. C'est le chef de l'État qui prend la mesure des choses. Ce n'est pas dans cette commission que les solutions se trouvent, messieurs les journalistes. C'est le président de la République, depuis le temps du général Mathieu Kérékou. C'est comme ça que ça s'est passé. Depuis le temps, tout ce que les enseignants ont obtenu, depuis le temps des S.G. Amoussou qui était porte-parole du front, depuis le temps des Bakary, des Raouf Afayon, c'est au palais. C'est au palais et c'est le chef de l'État qui parle. Mais les secrétaires généraux ne sont pas allés défendre la cause du front, mais peut-être la cause des agents de santé. Monsieur Togbe, les secrétaires généraux ont fait ce qui était en leur pouvoir. Le ministre en était plutôt satisfait. Il dit: les secrétaires généraux que vous avez mandatés ont pu constater la disponibilité et la flexibilité du gouvernement à donner amplement satisfaction à vos revendications. Et les observations qui hier avaient été faites ont presque toutes été prises en compte. Et il espère donc une reprise du travail de la part des différents secteurs en crise, dont le vôtre. À quoi devons-nous nous attendre dans les tout prochains jours? Moi, je pense que la négociation d'hier
vient une fois encore à envoyer les agents de santé en grève. Et pour preuve, Pourquoi? À l'OCOSA actuellement, il y a AG, à l'OCOSA, qui réunit les deux départements du Mono et du Koufo. Demain également, il y a AG à Boycon qui va réunir les agents de santé de Zou et des collines. Parce que quoi? Nous avions l'impression que le gouvernement fait preuve de sourd d'oreille en n'écoutant véritablement pas les travailleurs de la santé et ajoute toujours les problèmes des travailleurs de la santé en second rang. Parce que avant la motion de suspension de la grève passée, on a bien martelé dans les endroits donnés, dans les réunions, point de presse, que si le gouvernement procédait à la défalcation, que nous revenons à la charge, et tout de suite. Et une semaine après, c'est tout comme si le gouvernement attendait qu'on fasse la suspension de la grève passée. Une semaine après, rapidement, là, on a quand même senti qu'il y a défalcation, il y a des appels un peu partout qu'il y a défalcation. Alors, ça veut dire que le gouvernement, en son sein, n'aime pas la paix. Parce que si le gouvernement aime véritablement la paix, pour une grève qui a pour objet de, selon l'article 25 de la loi, on dit les grèves ayant pour motif la violation des libertés fondamentales et les droits syndicaux universellement reconnus ou le non-paiement des droits acquis par les travailleurs ne donne lieu à aucune réduction de salaire ou de traitement. Alors, en quoi la grève qu'on avait à faire est illégale pour qu'on nous parle de défalcation aujourd'hui? Donc, le gouvernement, pour nous, au niveau de la santé, ce qu'ils ont fait hier là, c'est du dilatoire, plus simple. Et la tournée que vous observez actuellement, organisée, ça rime à quoi cette tournée? La tournée, c'est pour informer davantage les travailleurs au fin fond du pays, pour comprendre. C'est vrai que les messages passent dans les réseaux sociaux, par téléphone et tout, mais il faut que nous, en tant que responsables au plan national, qu'on puisse discuter véritablement avec les travailleurs et pour comprendre davantage ce qu'ils veulent. Parce qu'aujourd'hui, les réunions, les AG tenues à Porto-Novo, à Cotonou, avant l'entame de la grève actuelle, ça dit clairement que sans rétrocession des salaires, alors il n'y a pas de débat à faire. Il n'y a pas de débat à faire, mais la surprise désagréable pour les usagers des centres de santé, c'est que vous passez, vous aussi, désormais, à 96 heures. Oui. C'est Pourquoi aller à 96 heures? Depuis mardi passé, c'est 96 heures. Et pourquoi 96 heures? C'est 96 heures parce que le gouvernement a l'impression que le gouvernement ne veut pas nous comprendre. Et pour ça, il faut durcir le ton pour pouvoir amener le gouvernement à nous entendre. Apparemment, cette rencontre gouvernement central syndical n'aura pas porté les fruits escomptés, à s'en tenir à vos propos sur ce plateau. Mais dans la même journée, vu un peu le contenu de ce qu'on pourrait appeler les grandes conclusions de la rencontre, il y a eu les confessions religieuses, toutes tendances confondues, qui ont demandé à rencontrer une fois encore vos généraux. Hier, ils avaient été mandatés par le chef pour jouer le va-tout afin que la calmie revienne dans la maison. Ça, au moins, ça tend à porter de fruits. Ou vous n'avez pas, une fois encore, été associé à ça? Nous ne sommes pas associés. Les enseignants en mouvement ne sont pas associés à cela. Et c'est ce qui est déplorable. Je crois que les clergés, les différents clergés qui rencontrent les confédérations devraient en réalité chercher à rencontrer les responsables des enseignants qui sont en lutte. Mais puisque vous êtes tous affiliés à ces confédérations et centrales syndicales. Et pris individuellement, ce sont vos généraux. Pris individuellement, les syndicats de base sont affiliés aux confédérations. Mais quand on parle de front d'action des syndicats de l'éducation, ça n'a rien à voir. Il faut que ce soit clair pour une fois.
Ça n'a absolument rien à voir. Le front est une autre chose. Le front n'est pas une fédération qui est affiliée à une confédération. Le front est une entité à part, une entité morale à part. Et c'est avec le front que les différents gouvernements ont toujours discuté des questions relatives au monde enseignant. Pour qu'il y ait des gels, c'est toujours avec le front qu'on trouve les solutions. Ce n'est pas avec les confédérations. Il faut que ce soit clair. Donc les différents clergés là, si peut-être les autres n'ont pas l'occasion de leur dire ce qu'il faut pour une sortie de crise, il va falloir qu'ils nous invitent et que nous-mêmes, responsables du front, nous puissions leur dire voilà ce qu'il faut. Si vous devez aller faire une médiation, si vous devez aller faire quelque chose là-bas, voilà ce sur quoi il faut insister. Et dès que vous allez vous écarter de cet essentiel, c'est que vous vous éloignez en réalité du dégel. Parce que là, nous sommes maintenant, à la où vont les choses là, nous sommes en train de nous éloigner du dégel et nous sommes en train d'aller vers la pourriture. Ça, c'est une réalité. Parce que les enseignants n'entendent pas de cette oreille que leurs revendications soient fondues dans des primes dérisoires et ridicules de 26 000 francs ou de 28 000 francs par an. Ce n'est pas notre affaire, ça. La pourriture, c'est ce que toutes ces confessions religieuses réunies veulent éviter coûte que coûte au pays. Au niveau des agents de santé, vous êtes pour la plupart portés par ces centrales et confédérations syndicales. Le retour vous a sans doute été fait par rapport à cette rencontre avec les confessions religieuses. Qu'est-ce qu'on peut espérer de ce côté-là, tout au moins, de vous? Bon, les confessions religieuses sont dans leurs droits. Hein. Ils sont dans leurs droits parce que dans un pays où il y a crise, chacun essaie d'appeler pour calmer les ardeurs, pour pouvoir arriver à une sorte de crise. Mais quand on veut faire, il faut quand même être en contact ou appeler les vrais acteurs qui sont en mouvement. Puisque les confédérations, c'est une multitude de syndicats. Et les généraux ne peuvent pas comprendre à fond les problèmes que vivent les travailleurs individuellement. Donc, pour aller à cette rencontre, il faut forcément inviter ou appeler ceux qui sont en lutte pour pouvoir comprendre ce pourquoi vous êtes en lutte. Là, ça permet de faire un bon dialogue. Mais quand vous laissez de côté ceux qui sont en mouvement et que vous allez... Bon, moi, je ne sais pas s'ils peuvent véritablement comprendre le fond des problèmes que vivent les travailleurs à la base. Les problèmes posés tels que vous le faites, ça mène à s'interroger. S'interroger sur ce qu'adviendrait désormais de la situation des travailleurs béninois eux-mêmes. Car si les confédérations jouent ce rôle et disent le faire pour l'intérêt commun, et que vous ne vous retrouvez pas dans le démarche, est-ce que dans les tout prochains jours, on ne risque pas d'assister à une friction au niveau des mouvements qui s'observent ça et là? Il peut y avoir friction au niveau des confédérations, mais pas au niveau des enseignants qui sont en lutte sous la bannière du Front d'action des syndicats de l'éducation. Je dois vous dire tout de suite que, comme le disait Mahatma Gandhi, tout ce que vous faites pour moi, mais sans moi, vous le faites contre moi. Je répète, tout ce que vous faites pour moi, mais sans moi, vous le faites contre moi. Il n'est pas concevable qu'à l'étape actuelle de la lutte où tout le pays est embrasé, que les confédérations aillent faire une négociation sans appeler les responsables du front pour qu'on les accompagne, pour qu'à chaque instant on leur dise voilà ce qu'il faut défendre de façon spécifique. Mais ce n'est pas possible. Comment en êtes-vous arrivé là? Là, c'est encore le problème des travailleurs. Ah bon, en tout cas, non, je ne sais pas. Vous ne chantez pas à l'unisson. Vous savez, non, c'est le gouvernement, excusez-moi du peu, c'est le gouvernement qui n'est pas suffisamment responsable. Je dois vous dire, aujourd'hui, c'est le Front seul qui a déposé une motion de grève de 96 heures dans le monde des enseignants. La motion de grève de 96 heures que les enseignants suivent aujourd'hui est déposée par le Front. Mais comment les enseignants, le Front qui a mis les enseignants en mouvement de 96 heures, vous en tant que gouvernement, vous voulez recevoir des gens pour parler et vous n'invitez pas ce Front-là? C'est de la comédie. C'est de la comédie. Il faut souligner que la grève observée par les centrales et confédérations syndicales fait objet d'une grève de 72 heures. Oui, c'est au niveau du front qu'on observe une grève de 96 heures. Et au niveau des agents de santé aussi, désormais, la grève est passée à 96 heures. Yves Togbé, la situation telle vous l'a présentée jeudi, on risque d'aller vers la pourriture, ce qu'on veut coûte que coûte éviter. Mais vous dites déjà ne pas vous retrouver dans la démarche des confédérations. Si au niveau du front, on pense
que ce serait comme de l'eau jetée sur le dos du canard. En ce qui vous concerne, si les confédérations arrivent à comprendre le gouvernement et à donc appeler à la suspension des mouvements de débrayage, est-ce que vous ne vous retrouverez pas en difficulté? Je vous dis que aujourd'hui, selon déjà les appels que nous recevons d'un peu partout, Oui. la grève risque de passer à 5 jours. Risque de passer? À 5 jours. Parce que quoi? Nous avions assisté à une défalcation le mois passé. Oui. Et le salaire même est arrivé en retard. Les gens se sont retrouvés en moins. Parce que ayant fait de près. Parce que c'est une défalcation, il faut résumer, sauvage. Ça va jusqu'à 70%. 70%. Ça veut dire que même si on ne défalquait pas en mois de mars, les gens risquent de ne pas aussi percevoir. Encore que, il y a 10 jours, parce que nous sommes mercredi aujourd'hui, le lundi surpassé, il y a encore une nouvelle liste qui a quitté le ministère de la Santé pour aller au ministère des Finances pour défalcation. Ça veut dire que le gouvernement n'entend pas démordre. Et si le gouvernement n'entend pas démordre et ne veut pas la paix, je ne vois en quoi les travailleurs de la santé vont baisser les bras. Je reprécise ma question. Vous, agent de la santé, vous n'entendez pas baisser les bras, mais s'il arrive, avec ce qui a été observé, et vous l'avez constaté, c'est l'un des vôtres, l'un de vos généraux, qui l'a fumé, il y a eu avancé. Sur cette base, sait-on jamais, si on en arrivait à un appel venant de vos généraux demandant aux travailleurs de reprendre du service, que va-t-il se passer? Moi, je ne pense pas que les travailleurs vont reprendre service. Parce que si on ne se retrouve pas... Les travailleurs vont désobéir aux généraux? Ah, bien sûr. Bien sûr, parce que si ceux qui sont partis négocier pour nous, c'est-à-dire nous ne retrouvons pas dans ce qu'ils ont dit, je ne vois en quoi on va obtempérer à le dire. Ce serait peine perdue. Peine perdue. Ah oui. Kosso, la situation, elle est celle-là. Vous semblez plutôt plus que sûr de vous-même. Mais il est un fait qu'il y a des travailleurs qui sont affiliés aux confédérations et centrales syndicales et qui se reconnaissent à travers ces confédérations, quoique étant membres du Front. Alors, ce bicéphalisme, comme disent certains, est-ce que cela ne risque pas d'avoir un autre revers? S'il arrive qu'on a de ces généraux qui disent oui, le gouvernement a suffisamment fait, parce qu'il y a eu quand même une légère avancée. Peut-être demain, il y en aura plus. Si le gouvernement parle d'avancée significative aujourd'hui, que déjà il y a l'aveu d'une avancée légère, on peut en avoir au-delà. Et si on en arrive là, parce que vous ne craignez pas qu'il y aura de vos militants qui finalement vont vous tourner dos? Je crois qu'ici, il s'agit des enseignants. Oui. Et non des paysans ou des émigrants. Oh. Donc les enseignants savent ce qu'on appelle avancer. Peut-être qu'avec nos confédéraux, nous n'avons pas la même approche de ce qu'on peut comprendre par avancer, légère ou significative, tout ça là. Peut-être qu'on n'a pas la même approche. Alors, est-ce qu'il ne faut pas vous voir et essayer de régler le problème plutôt à vos niveaux que d'aller vers Mais le lorsque gouvernement? nous avons la main tendue, lorsque nous voulons discuter avec nos généraux avant qu'ils aillent là-bas, et qu'ils ne nous considèrent même pas, et qu'ils vont là-bas défendre, c'est eux qui savent ce qu'ils sont allés défendre là-bas. Ils ne sont pas allés défendre les enseignants. Et les enseignants les attendent sur le terrain. Vous allez constater dans les jours à venir, vous allez vous constater, comme l'a dit mon vis-à-vis, dans l'enseignement, nous risquons de passer à 120 heures dans les jours à venir. Nous allons fermer les écoles. Parce que les militants ont demandé depuis un bon moment qu'on ferme les écoles totalement. Mais nous avons dit non. De 112 heures, nous passons d'abord à 96 heures. Et là où nous sommes maintenant, nous sommes obligés d'aller à 120 heures. Nous sommes obligés de fermer carrément. Parce qu'on nous a déjà brandi la menace de radiation. Et nous avons dit, nous sommes prêts. On a gardé notre salaire pendant plus de 2 semaines après. Et c'est après ça qu'on fait maintenant des dévacations sauvages. Nous acceptons. Il n'y a pas de souci. Il faut nous renvoyer, nous tous, il faut nous radier tous de la fonction publique. Et alors là, vous prenez vos émigrants ou bien vos paysans qui viendront. Pourquoi parlez-vous des émigrants? Mais c'est parce que le chef de l'État a eu à dire que les émigrants travaillent mieux que les enseignants, que les paysans fournissent plus d'efforts que les enseignants et que les enseignants ne produisent rien dans la République. Vous ne pensez pas que c'est un lapsus du chef par hasard? Un chef d'État va faire un lapsus de ce genre
à propos des enseignants. Vous savez, C'est vraiment grave. La charge de la fonction, ça peut arriver. Ah, donc ça peut même amener à une démence, c'est ça, vous voulez dire? Non, mais sur le poids de la charge, on peut raconter des âneries, c'est ça? Sur le poids de la charge. Lorsque vous n'avez pas les capacités de diriger quelque chose, vous démissionnez. C'est comme ça que cela se passe. Il faut démissionner carrément. Lorsque vous ne pouvez pas faire face aux réalités. On ne peut même pas comprendre. Le chef de l'État va en France et dit au président Macron que non, il y a quelques problèmes dans son pays, mais que c'est le signe que tout va bien. Mais dis donc, je me demande si nous sommes sur la même planète, monsieur le journaliste. Ah non, peut-être que c'est sur d'autres planètes que quand ça se passe comme ça dans son pays, on trouve que tout va bien. Et on va le dire ailleurs, devant la communauté internationale. Ce n'est pas possible. Ça veut dire qu'il n'y a plus personne qui puisse parler à notre président dans ce pays pour qu'il comprenne la situation. Mais il faut au moins prendre exemple sur le passé, sur ce qui se passe avant votre arrivée. Comment est-ce que le général Kékoué va gérer les choses ici? Comment est-ce que le président Yahya Boni a géré les choses dans ce pays? Il faut prendre conseil. Et si le ministre Biotchani est là, c'est quoi je dis, lui n'est pas nouveau. Si le ministre Biotchani est là et est incapable de dire la vérité au président Talon, là, je ne comprends plus rien. Bon, peut-être que personne ne lui parle. Et il comprend. Je ne sais pas si c'est sur votre plateau, mais oui, ça doit être sur votre plateau. Le coach Amand Pouillon a dit que le clergé catholique n'a qu'à aller faire appel au pape pour venir parler à Talon. Donc si le représentant de Dieu sur terre ne vient pas au Bénin parler à Talon, là, il va pas entendre. C'est ça. Nous allons lui montrer. Et comme le disent déjà les gens depuis un certain moment, l'enseignement est devenu le quatrième pouvoir dans ce pays. Parce que ce n'est pas vous. Il y a d'autres journalistes qui font de n'importe quoi, qui ne savent même pas pourquoi ils sont journalistes, qui racontent de n'importe quoi sur les enseignants, qui désinforment la population. Nous allons montrer au président Talon qu'on peut s'amuser avec tout le monde, mais on ne s'amuse pas avec les enseignants. Nous constituons une entité. Vous n'avez pas menacé le chef. Je ne le menace pas. C'est une façon la plus simple d'exprimer ce que nous ressentons, monsieur le journaliste. Nous allons lui montrer qu'on ne blague pas avec tout le monde. Il peut blaguer avec ses amis politiciens. Il peut soumettre ses politiciens, comme ils le disent, comme il a eu à le dire. D'accord, moi, candidat d'une certaine presse là, que c'est la capacité, ce qui fait la force d'un président, c'est de soumettre tout le monde. Il peut soumettre tout le monde, mais il ne peut pas soumettre les enseignants. Nous l'avons montré à la dernière fois à travers notre marche, qui est une marche qui a même marché plus que celle qui est souvent faite par les partis politiques. C'est pourquoi d'aucuns ont pensé que les hommes politiques étaient derrière et ont voulu nous détourner de notre objectif. Les enseignants, on ne blague pas avec eux. Vous allez voir, dans tout le pays, à tout moment, il y a marche. Dans tout le pays, les élèves marchent, les enseignants marchent. Et ça, c'est partout. Ils ont même bloqué les établissements. Certains ont été déposés les clés dans les directions départementales. D'autres ont barricadé les écoles où il n'y a pas de portail. Les gens ont pris des bois pour barricader. Là où il y a de portail, on a fermé. Non seulement ça, on a été chercher des rameaux pour bloquer, pour dire que... Vous êtes fiers de voir ça? Nous sommes fiers de voir ça. Parce que, oui, justement, ça dit... Cela montre que nous avons du soutien et ceux que nous avons mis en mouvement vraiment sont en train de faire leur travail. Ah ben, si des élèves peuvent faire ce qu'ils font là, alors que c'est leur droit. On ne les a pas envoyés à l'école pour ça. C'est leur droit. Vous ne croyez pas pour leur avenir? Non, comprenez bien le sens du combat des élèves. Les élèves sont en train de lancer un appel au chef de l'État et il faut être intelligent pour comprendre cet appel-là. Les élèves qui marchent, les élèves qui vont bloquer les portes disent « Nous voulons que le chef de l'État écoute les enseignants pour que nos enseignants nous reviennent. Nous réclamons la reprise des cours. » C'est ce que les enseignants, les apprenants disent et ils marchent partout. Je crois que tout ça là devrait déjà faire réfléchir les gouvernants. Mais quand on est là, on aime le pourrissement. Plus de 2 mois de grève, on avance déjà dans le 3e mois. En tout cas, le peuple, lui, mesdames, messieurs, ne veut pas du pourrissement. Et déjà, des voix s'élèvent au-delà des voix officiellement entendues. Il y a 2 jours, les transformateurs, c'est ainsi ils se font appeler, ont demandé à rencontrer les responsables au niveau des confédérations et centrales syndicales, mais aussi à travers plutôt ces responsables faire un appel solennel à l'endroit des travailleurs en grève, en l'occurrence enseignants et agents de santé. J'imagine que vous avez suivi de très loin cet appel. Le message prépondérant, c'était un grand pardon. Ils se sont même agenouillés. Et ce sont vos parents, vos enfants, vos tantes, vos sœurs. J'imagine que vous avez suivi cette image a donné la chair de poule. Vous demandant pardon de reprendre service. Ensuite, vous verrez. Est-ce que ça ne compte pas pour beaucoup? Là, des personnes d'un certain âge en train de vous supplier pour reprendre du travail, vous n'allez pas rester insensible. Bon, moi, je n'ai pas suivi l'élément, mais si... Vous en avez entendu parler? Je n'ai pas entendu parler.
Oui, c'est vrai. Aujourd'hui, vous ne voulez plus rien entendre, rien voir, sinon le gouvernement. Je n'en ai pas entendu. Non, ne soyez pas si tendu. Oui, c'est vrai. Un peu de flexibilité, Et c'est le c'est plus Bénin qui en important sortira gagnant. C'est ce que j'apprends maintenant. Donc on vous donnera copie de l'élément. Oui, mais un appel comme celui-là ne vous laisse pas insensible. Que des personnes âgées se déplacent et vous demandent pardon, même si le gouvernement ne vous écoute pas. Pardon, là, n'a qu'à être reversé au gouvernement. Non, mais Oui, le pardon, reverser ça encore au gouvernement. oui, au gouvernement. Pourquoi pas à vous? Parce que c'est le gouvernement qui est le principal acteur qui peut ramener la paix aujourd'hui. Parce que si vous voyez ce que nous disons, on dit retorsionner la salaire. Sans ça, on peut. Qu'est-ce qu'on fera? On est à vendre tomate à topa ou bien. Yves Taboué, parlez franchement. C'est pourquoi vous êtes là. Vous êtes père de famille. Bien sûr. Votre enfant, à qui vous avez prélevé une partie de son argent de petit déjeuner, Oui, parce qu'il n'a pas été, excusez l'expression, très responsable. oui. Si après il se rattrape, vous allez lui retourner l'argent. Donc vous dites que nous sommes responsables de ça. Non, non, je n'ai pas dit ça. Je vais schématiser un exemple. Bon, je rapporte le chef qui a dit qu'il ne travaille pas, ne mange pas. On dit enfant, trouver un plan viable. C'est-à-dire, pour nos téléspectateurs, C'est que le ventre affamé n'a point d'oreille. donc c'était un mauvais choix qui a été fait. Vraiment, vraiment. Il a été écrit nulle part dans la loi qu'on peut faire défalcation. Nulle part. La loi ici, nulle part. Aucun article n'a dit ça. Aujourd'hui, est-ce qu'il ne faut pas aller même au-delà de ces considérations? Le vin est tiré, dit-on, il faut le boire. Donc regardez l'avenir, rien que pour l'avenir, une fois encore. Vous avez été ceux qui ont été toujours souples de tout temps. Hommage à tous ces travailleurs. Et on reconnaît qu'il y a des efforts qui se font. Une fois encore, vous pouvez encore le faire. Et ça restera dans l'histoire. Ce que nous disons, lui, la 14e, ramenez-nous le salaire que vous avez pioché. Très simple. Parce que c'est l'effort de notre travail. Est-ce que là, vous ne vous trahissez pas l'effort de votre travail? Oui. Vous avez travaillé? Nous avions déposé une motion de grève. Ce n'est pas qu'on a été absent à la poste. Non. Nous sommes en colère contre le gouvernement. Et on dit, par rapport à ça, on n'ira pas travailler. Donc ce n'est pas qu'on a refusé délibérément de ne pas travailler. Non. Donc vous l'auriez toujours du côté du gouvernement. Il faut qu'il nous ramène notre salaire. Gédas, la situation de votre côté pour ces enfants et cette crainte de voir une année aux couleurs de votre t-shirt, on fait comment? Non, je dois vous dire que l'enseignement doit cesser d'être un sacerdoce maintenant, si les gouvernants ont toujours cette posture. Nous savons qu'à cette étape de la lutte, des voix se lèvent pour dire c'est nos enfants, ayez pitié, pardon, tout ça là. Vous avez entendu? Non, on sait qu'à cette étape, moi je ne sais pas de quoi vous avez parlé là, mais à cette étape, souvent, c'est les cris du cœur que nous avons. Mais aujourd'hui, les enseignants sont complètement insensibles à ces cris du cœur là. Ça ne fait pas juste. C'est pourquoi nous disons il faut régler le problème une fois pour de bon. C'est de l'avantage des parents qu'au moins nous ne fassions plus grève pendant 5 ans ou 10 ans. Mais c'est pas bon d'aller tout le temps en grève. Pour celui qui veut bâtir un Bénin nouveau, avec la situation financière du pays que vous connaissez, est-ce que vous ne lui demandez pas aussi un peu trop? Et pour ça, rien que pour ça, aller à la souplesse. Vous êtes sûr que ceux-là veulent bâtir ce pays? Le Bénin ou bien c'est un autre pays? Je ne crois pas. Vous savez, monsieur le journaliste, pendant qu'on nous dit qu'il n'y a pas les moyens, j'ai devant moi ici le décret 2017-554 du 29 novembre 2017 qui fixe le régime indemnitaire de M. Zulkifil Salami, chargé de mission du président de la République. On dit qu'il lui est alloué, en tant que chargé de mission, une allocation forfaitaire globale fixée au tableau en annexe. Cette allocation forfaitaire globale est de 5 millions de francs. 5 millions de francs. J'ai le décret ici, signé le 29 novembre 2017. Le président l'a signé avec son ministre des Finances, Romuald Wadagne. C'est les deux qui ont signé. Et vous savez ce qui est même dit dans l'article 2? Qu'est-ce qu'il a dit? Il est dit que cette allocation forfaitaire est liquidée et payée mensuellement à l'intéressé. Deuxième alinéa, elle est soumise au traitement salarial abattu
est maintenu au profit du bénéficiaire pendant une période de 3 mois après la fin de ses fonctions de chargé de mission du président de la République. Cela veut dire que il y a tellement de sous que même pour celui qui n'est pas dans le pays, on peut lui payer ce qu'on appelle forfait. Là. On peut lui payer 5 millions de forfaits par mois. Donc chaque mois, lui, il reçoit 5 millions de forfaits dans son compte. Tandis que les enseignants, on leur propose un forfait de 28 000 francs par an. Lui, qui n'est même pas au pays, qui ne travaille même pas dans le pays, là, on lui fait un forfait de 5 millions par mois. Et on dit que s'il finit même ses fonctions, on continue de lui payer les 5 millions là pendant 3 mois encore. L'homme Et vous savez, est chargé de mission, vous l'avez dit. Ah oui. Donc, apportera beaucoup d'opportunités. Vous savez que les financements BID là, c'est déjà fini depuis. Il remplit quelle mission encore pour le Bénin? Quelle mission pour le Bénin? Ça dit, on s'est arrangé pour nourrir des copains. On s'est arrangé pour nourrir des amis. Sinon, mais dis donc, dites-moi concrètement, vous avez vu M. Zoukifou Salami faire quelque chose ici pour le Bénin? Depuis que vous entendez ce nom-là, vous l'avez jamais vu faire quelque chose? Vous dites qu'il n'y a pas de moyens. Vous voulez parler de bonne foi et c'est parce qu'il n'y a pas de moyens que vous voulez diminuer les choses. Mais dans le même temps, je dis novembre, 29 novembre 2017, là, il y a quelques mois, là, on signe un forfait de 5 millions pour quelqu'un, indéfiniment. Et il n'est pas le seul. Ça veut dire que tous les chargés de mission du président de la République, peut-être certains sont même au-dessus de ça, donc ils sont à 5 millions par mois. Et vous voulez dire qu'il n'y a pas d'argent pour les enseignants? Négociation gouvernement central syndical, enfin une lueur d'espoir à l'horizon. Mesdames, Messieurs, on est venu sur ce plateau dans l'espoir de vous apporter de la bonne nouvelle. Mais on ne saurait le faire sans les acteurs eux-mêmes. Vous les avez suivis avec beaucoup de pincement au cœur. L'horizon ne semble pas vraiment clair, mais il ne faut jamais perdre espoir. Votre mot de la fin. Pour ces milliers de téléspectateurs qui vous suivent, qu'avez-vous à dire de fondamental? Merci, monsieur le journaliste. Mon mot de fin, c'est un seul mot. La rétrosection des défalcations. Opérer sur salaire. C'est tout. C'est ça que les travailleurs de la santé, en tout cas, attendent aujourd'hui. Merci. Si on le fait tout de suite là, demain, on fait agir, les travailleurs de la santé vont reprendre. Les autres problèmes, on verra après. Rétrocession des salaires, les agents de la santé donnent leur parole pour la reprise des travaux. Que faut-il faire? L'autre paire de manches qu'il va falloir aborder dans les tout prochains jours, sans doute avec les deux parties. Gildas Bossou, votre mot de la fin. Mon mot de la fin, c'est de dire clairement au chef de l'État d'inviter le Front d'action des syndicats de l'éducation, de prendre l'arrêté portant indexation, et nous, en tant que responsables, nous allons voir avec lui ce qu'on peut faire pour un DGL. Nous ne réclamons pas l'application intégrale de cette indexation maintenant, mais l'État peut nous dire, compte tenu de ma trésorerie, je peux vous payer tel pourcentage. Merci à vous, voilà, Gildas Bossou. Merci Yves Togbé. Mesdames, Messieurs, que vous dire? Un grand merci aussi. 100% Bénin, l'heure est venue pour fausser momentanément compagnie. Et ce sera sur cette citation de l'écrivain français, prix Nobel de littérature, Albert Camus, je cite, « La grandeur de l'homme est dans sa décision d'être plus fort que sa condition. » Mesdames, Messieurs, ce fut un plaisir de vous avoir une fois encore servi. À demain.